Voilà. Alors bonjour. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Je vais commencer en essayant de coller un petit peu à l'actualité. Et d'ailleurs, il y a une coïncidence qui n'était pas prévue, c'est que dans le magazine qui vous a été remis à l'entrée, donc le magazine Sciences Humaines, vous avez exactement à la page 40 une interview de mon premier héros qui est Cédric Villani. Alors, pour vous expliquer qui est Cédric Villani, il faut que vous sachiez qu'en mathématiques, justement, il n'y a pas de prix Nobel, contrairement à la physique dont il a été question. Par contre, il y a quelque chose qui, dans la communauté, est tout aussi prestigieux. Ça s'appelle les médailles Fields, et c'est attribué tous les 4 ans à 4 mathématiciens qui ont comme particularité d'être des gens jeunes. Il y a une limite d'âge de 40 ans. Et il faut que je vous dise que les mathématiques françaises sont extrêmement cotées, puisque essentiellement tous les 4 ans, elles trustent une ou plusieurs médailles Fields. Et il y en a eu 2 cette année, en 2010. Donc il y a eu Cédric Villani et il y a eu aussi un Français d'origine vietnamienne, Ngo Bao Châu. Alors, Cédric Villani, je crois que les médias l'aiment bien parce que, vous voyez sur la photo, il n'a pas le look habituel d'un mathématicien. Donc, Cédric Villani, c'est un dandy, cheveux longs, cravate lavalière, la broche araignée. Oui, on parlait tout à l'heure du journal de 20 heures. Il y a quelques semaines, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu au Grand Journal sur Canal+, où ils ont été assez vaches, ils l'ont mis face à Franck Dubosc. Et il n'a pas été ridicule. Même si Franck Dubosc lui a envoyé quelques blagues fines du style « J'ai jamais vu un mathématicien avec un aussi gros nœud ». Bon, ça sera coupé au montage. Donc il a très bien essayé il a réussi à raconter ce que font les mathématiciens et comment ils le font. Et justement, donc, peu de temps après qu'il ait eu la médaille Fields, au mois d'août, dans une interview au Courrier de Lyon, le journaliste lui posait la question, on résume souvent les maths de façon un peu hâtive au calcul. Et sa réponse véhémente, c'est non. Les maths, c'est d'abord le raisonnement logique, l'abstraction, la théorie. Il faut comprendre ce qu'est une preuve, inventer et imaginer des arguments. Il n'y a pas de voie toute faite, il y a tout un effort d'imagination pour trouver un enchaînement logique, un effort de rigueur pour qu'il soit bon. Les maths, c'est tout simplement réfléchir à des problèmes. Bon, ça, c'est peut-être un peu caricatural parce qu'il y a d'autres activités qui consistent également à réfléchir à des problèmes. Mais ce qui me frappe, c'est que dans la réponse de Villani, on trouve 2 fois le mot imaginer et imagination. Et donc je vais prendre ça comme point de départ pour mon exposé. Donc l'imagination, en fait, comme dans toutes les sciences, en mathématiques, elle est partout. Donc il faut se rappeler qu'il y a une dualité en mathématiques. C'est un langage qui est utile à d'autres sciences, la physique, dont il a été question dans l'exposé de M. Klein, mais c'est également une science en soi. Et comme science en soi, elle fonctionne avec une communauté de chercheurs, des publications, la résolution de grands problèmes ou de petits problèmes. Et quand on commence une recherche en mathématiques, il faut une certaine part d'imagination pour se poser de bonnes questions. Et alors, bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? C'est une question qui est à la fois intéressante. Ça veut dire intéressante, ça c'est évidemment, il faut préciser ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous la considérez comme intéressante, mais les gens autour de vous la considèrent comme intéressante. Donc intéressante veut dire que la question reçoit une espèce d'accord de la communauté. Et puis aussi, il faut que la question soit accessible. Accessible, ça veut dire que vous serez capable d'y apporter une contribution non triviale. C'est spécialement important quand on a un certain âge comme moi et qu'on se retrouve comme directeur de thèse. On est face à des jeunes à qui il faut proposer des sujets de thèse. Et si on veut que ces jeunes trouvent des postes plus tard, il faut leur poser des questions qui soient reconnues comme intéressantes et en même temps qui soient à leur portée. Et puis vient la phase de recherche proprement dite. Alors, il y a d'abord on est face à un problème de maths et il y a une certaine phase où il s'agit justement d'imaginer la solution. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat, mais ça sera peut-être l'occasion d'une question à la fin. Est-ce que les mathématiciens inventent ou découvrent? Bon, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que
pour imaginer quelle sera la solution, mais je viens de prononcer le verbe imaginer, donc il faut deviner quelles seront les principales étapes. Et pour ça, on a un certain nombre de méthodes à notre disposition, exploiter des analogies, se focaliser sur un exemple qu'on comprend bien, mais dont on a l'impression qu'il est proche du cas général et qui permettra une extrapolation. Et puis, une fois qu'on est arrivé à la solution, vient la phase un peu douloureuse, et qui est celle qu'on trouve en fait dans les livres, qui est la phase de vérification. Le signe distinctif des mathématiques, c'est la démonstration. Donc, un résultat n'a pas de valeur s'il n'est pas argumenté par un raisonnement logique. Et il se fait que rédiger une nouvelle démonstration, c'est un processus qui peut être pénible parce qu'on se rend parfois compte qu'on a oublié des cas ou bien qu'il y a un raisonnement sur lequel on était passé un peu vite, qu'il faut approfondir. Et cette phase de vérification peut prendre du temps. Et pour gérer les imprévus dans cette phase de vérification, il faut une forme d'imagination. Et il est à noter que le produit fini, que ce soit un article de recherche, que ce soit un traité de niveau universitaire, que ce soit un manuel scolaire, ne comprendra sûrement pas le mot imagination ni le mot intuition. Ce sont des choses qui ne sont pas reconnues par la communauté et ne concernent que les mathématiciens vieillissants dont je suis. Enfin, il y a guère que pour en parler. Alors justement, je voudrais à ce stade vous citer un texte du mathématicien français André Weil, qui est un grand mathématicien du XXe siècle. Et bon, c'est un style un peu pompier, mais qui explique bien le rôle des intuitions et des analogies en mathématiques. Ce texte a une histoire. André Weil était le frère de la philosophe Simone Weil, qui est décédée en 1943. Et dans les années 30, il y avait une correspondance entre le frère et la sœur parce que Simone Weil essaie de comprendre comment fonctionne un mathématicien. Et en 1960, André Weil a repris cette correspondance et en a fait un texte qu'il a intitulé de la métaphysique aux mathématiques. Alors la métaphysique, c'est juste c'est exactement cet ensemble d'idées, d'intuitions un peu vagues qui tourne dans la tête du mathématicien avant la rédaction d'une démonstration. Et voilà ce que Weil en dit. Donc rien n'est plus fécond. Tous les mathématiciens le savent, que ces obscures analogies, ces troubles reflets d'une théorie à l'autre, ces furtives caresses, ces brouillards inexplicables, rien aussi ne donne plus de plaisir aux chercheurs. Un jour vient où l'illusion se dissipe, le pressentiment se change en certitude. Les théories jumelles révèlent leur source commune avant de disparaître. Alors, André Weil était un spécialiste de philosophie indienne, donc il dit, comme l'enseigne la Gita, on atteint à la connaissance et à l'indifférence en même temps. La métaphysique est devenue mathématique, prête à former la matière d'un traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir. Donc là, vous avez en une jolie phrase la raison pour laquelle, en général, un livre de mathématiques, c'est quelque chose de rébarbatif, alors que les maths ne devraient pas l'être. Et justement, donc, dans la dernière phase de l'activité mathématique, qui est la phase de transmission, il faut faire preuve d'une forme particulière d'imagination. D'abord chez l'enseignant ou chez l'orateur. Justement, donc, faire un cours de mathématiques, c'est quelque chose qui demande du travail. Et il faut imaginer comment on va faire passer certaines idées qui ne sont pas nécessairement simples. Donc, typiquement, vous vous dites, « Ouh là là, je dois faire une intervention devant des prépas HEC, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ?» Donc, pour ça, il faut de l'imagination. Et il faut de l'imagination aussi pour les gens à votre place. Donc, et là, je recoupe exactement les idées de M. Klein, à savoir, il vous faut de l'esprit critique. Il faut absolument développer votre esprit critique parce que, donc, en particulier, j'ai envie de dire, ne croyez jamais ce qu'un prof de maths vous dit, ou de physique du reste. Il faut questionner ce qu'il vous dit parce que c'est une façon d'entrer dans ces images mentales et justement d'essayer de saisir ce qu'il essaie de vous dire. Et ce n'est pas nécessairement les meilleurs étudiants qui ont cette capacité. De temps en temps, quand je fais un cours, il y a un étudiant qui me dit « Mais monsieur, le résultat que vous venez d'énoncer, il est faux, voilà un contre-exemple. » Boum. Donc, excellent. En général, ça se résout assez vite. J'avais oublié d'écrire une hypothèse. Mais
mais c'est bien, parce que d'une part, ça donne un cours qui n'est pas monotone, et je constate que les étudiants qui ont cette capacité, ce n'est pas nécessairement les meilleurs étudiants en termes scolaires. Ce n'est pas ceux qui rendront la meilleure copie à l'examen, mais justement, ils ont cet esprit critique un peu plus développé que leurs confrères et qui leur permet justement de critiquer en temps réel, j'ai envie de dire, le discours de l'enseignant. Alors, j'ai promis des exemples. Donc, je vais commencer par un exemple, alors là, que tout le monde connaît. C'est évidemment un exemple en géométrie, c'est le théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore, donc, qui vous dit que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc l'hypoténuse, c'est le grand côté du triangle rectangle, mais c'est la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés. Et donc, oui, j'ai mis une photo d'époque de Pythagore en haut. Et je veux vous donner une démonstration du théorème de Pythagore qui était connu des Chinois au IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce que le théorème de Pythagore a été découvert à plusieurs endroits sur la planète, simultanément et indépendamment. Et c'est ce que nous appelons dans le jargon une preuve sans mots. C'est une preuve qui consiste en un dessin. Et cette preuve, la voilà. Donc, dans le carré du haut, vous avez un grand carré dont le côté est la somme des deux petits côtés du triangle rectangle. Et vous voyez que ce grand carré, on peut le disséquer, le partager en 4 fois le triangle rectangle de départ, et ainsi que les deux carrés construits sur les côtés du triangle, sur les côtés de l'angle droit. Et puis ce grand carré, on le partage différemment. On fait réapparaître les 4 triangles rectangles et on fait apparaître au milieu le carré de l'hypoténuse. Et on compare les deux, comme les aires sont les mêmes d'un dessin à l'autre, mais on en déduit que l'aire du grand carré sur l'hypoténuse doit être égale à la somme des aires des deux petits carrés. Fin de la démonstration. Donc, pas besoin d'écrire un seul mot. C'est une démonstration par image du théorème de Pythagore. Et oui, ceci pour dire qu'il fallait certainement une forme d'imagination pour arriver à penser à ça. Et ça va m'amener à une transition, disons, de la géométrie vers des choses plus algébriques. Et je vais commencer par une citation d'un autre grand mathématicien français, Alain Caunes, qui, lui, a eu la médaille Fields en 1982 et qui, accessoirement, était mon patron de thèse. Et en 2004, il a reçu la médaille d'or du CNRS. À cette occasion, il y a eu un DVD qui a été réalisé à son sujet. Dans ce DVD, on trouve une interview où il parle justement de l'opposition entre géométrie et algèbre, où il dit qu'il y a cette dualité fondamentale en mathématiques, d'un côté entre la géométrie, qui correspond aux arts visuels, qui correspond à une intuition qui est immédiate. On voit une figure géométrique, boum, c'est ça, c'est tout, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a même pas envie d'expliquer. Et je pense que ça s'applique très bien à la démonstration du théorème de Pythagore que je vous ai donné précédemment. Et d'un autre côté, il y a l'algèbre. Ah, l'algèbre, c'est autre chose. Ça n'a rien de visuel, par contre, ça a une temporalité, ça s'inscrit dans le temps, c'est le calcul. Le calcul avec le développement d'un calcul d'une ligne à l'autre, d'une égalité à l'autre ou d'une inégalité à l'autre. Donc c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose de très proche du langage et qui a donc cette précision diabolique du langage. Donc voilà une première transition. Une deuxième transition, c'est un texte d'Étienne Gis, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également membre de l'Académie des sciences, et dans un discours de 2008 à l'Académie sur les images comme symboles mathématiques, il expliquait que, spécialement dans les mathématiques françaises, les gens ont tendance à se méfier des images. Parce que bien sûr, les images, c'est porteur d'intuition, mais parfois cette intuition peut se révéler fausse. Et il y a des exemples célèbres dans l'histoire des mathématiques, avec des résultats de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle, où en se basant sur une image, tout le monde, on avait dit, ben oui, ça doit être vrai, et en fait, ça était faux. Et donc, Étienne écrit, je voudrais commencer par 2 anecdotes personnelles, donc j'en citerai une, qui m'ont fait prendre conscience de la crainte et du malaise que les mathématiciens ressentent face aux figures et aux images. Alors que j'étais étudiant de 3e cycle, j'ai eu l'occasion de surprendre l'un de mes professeurs en train de faire de petits croquis pour suivre un raisonnement, alors qu'il s'imposait de ne jamais faire la moindre figure au tableau dans son cours magistral. Pourquoi ne partageait-il pas avec ses étudiants cet accès à la compréhension que permettent les figures ?
Mais justement, donc là, je me permets de répondre, c'est que les petits croquis nous aident à nous faire nos propres images mentales, mais en même temps, comme c'est quelque chose de relativement personnel, et c'est quelque chose qu'on ne mettra jamais dans un article ou dans un bouquin. Je constate qu'avec l'âge, quand j'enseigne, j'en fais de plus en plus de ces petits croquis pour essayer de transmettre mes images mentales à mes étudiants. Mais c'est vrai que je ne le faisais pas en début de carrière, mais ayant été formé en France, j'étais très influencé par les mathématiques françaises. Et Etienne Gilles s'enchaîne en disant « Clairement, cette peur de l'image mathématique est liée au risque d'erreur qu'elle entraîne. Comment se fait-il que les mathématiciens, après tant de siècles de pratique des raisonnements, n'aient pas encore réussi à apprivoiser les images et à les incorporer dans leurs outils de travail ?» Et donc le discours continue en disant qu'avec les moyens de visualisation que les ordinateurs nous permettent aujourd'hui, eh bien, on a passé le stade des images qui pourraient induire en erreur. Et voilà, justement, donc une photo d'Étienne Gis. Alors Étienne Gis, essentiellement, il pourrait être ici à ma place, parce que c'est quelqu'un qui fait énormément d'exposés de vulgarisation. Donc j'ai justement choisi une photo où il fait un exposé sur les nombres premiers dans une classe d'école primaire. Et comme c'est aussi un ami, je lui ai avoué que j'étais invité à faire un exposé devant des prépas HEC, ici à la Cité des Sciences. Et il m'a dit, t'en as de la chance. Je dis, ah bon ? Ben oui, parce que comme tu as fait des exposés de vulgarisation, tu sais comme moi qu'un des principaux problèmes, c'est le niveau de maths disparate des gens dans l'auditoire. Or, avec des prépas HEC, tu connais exactement leur niveau de maths. Tu trouveras leur programme de maths sur Internet, et donc tu sais exactement où ils en sont mathématiquement. Effectivement, on trouve votre programme de maths sur Internet. Et donc, voilà, quand on invite un mathématicien, on prend le risque qu'il vous parle de mathématiques. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Une mathématique plus évoluée que le théorème de Pythagore. Donc on va faire un fameux bond dans le temps, un bond de plus de 2 millénaires. Donc je vais prendre maintenant un exemple qui navigue justement entre les probabilités, l'algèbre linéaire et la théorie des graphes. Donc c'est un exemple qui est dû au mathématicien russe A.A. Markov. Donc ça nous remonte à 1908. Ah voilà, Andrei Andreevich Markov. Donc c'est celui qui a été le premier à considérer de façon systématique les marches aléatoires, ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de Markov. Donc il y a un nombre fini d'états, et puis il y a une particule qui se balade d'un état à l'autre avec certaines probabilités de transition. Donc il faut imaginer qu'à chaque coup, on jette un dé ou on joue à pile ou face. Et donc, il y a une certaine probabilité de transition pour aller de l'état qui s'appelle J vers l'état qui s'appelle I. Et cette probabilité de transition se note PIJ. En général, on représente graphiquement une telle marche aléatoire sous forme d'un graphe, comme celui que vous voyez, par exemple, en haut de l'écran. Et puis là, c'est un endroit où on se permet des choses un peu imagées dans les livres de probabilité. On parle souvent de la marche aléatoire de l'ivrogne. Et donc on imagine que la particule qui se déplace est un ivrogne, mais alors le type complètement bourré, qui ne sait plus ce qu'il fait. Et donc imaginons qu'il se trouve au temps 0 à l'état 1, qui est par exemple le trottoir devant son bistrot favori. Alors que peut-il faire ? Il peut soit, avec probabilité 1,5, rentrer dans le bistrot, qui est l'état numéro 3, mais comme il a bu tous ses sous, évidemment, le patron va immédiatement le flanquer à la porte. Donc, avec probabilité 1, il va revenir sur le trottoir. Ce qu'il pouvait aussi faire, avec probabilité 1,5, c'est rentrer chez lui. C'est l'état numéro 2. Mais une fois qu'il est chez lui, là, avec probabilité 1, il y reste parce qu'il y a madame qui l'attend avec le rouleau à pâtisserie. Bon. Et puis donc voilà, l'autre composante du graphe peut s'interpréter de façon analogue, mais c'est simplement un peu plus compliqué. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que quand on somme toutes les probabilités qui correspondent au même indice J, donc P1J plus P2J, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On regarde la probabilité partant de J d'aller à l'état 1, plus la probabilité d'aller à l'état 2, plus la probabilité d'aller à l'état 3, etc.
Et finalement, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à la probabilité, partant de J, d'arriver quelque part. Ben, ça, cette probabilité-là vaut 1, puisque vous êtes sûr d'arriver quelque part. Donc, cette somme des PIJ vaut toujours 1, et Markov a l'idée, et nous verrons que cette idée n'est pas innocente, de ranger ces probabilités de transition dans un tableau carré de taille n fois n, ce que nous appelons aujourd'hui une matrice. Donc dans l'exemple du graphe qui est dessus, la matrice des probabilités de transition est la matrice P qui se trouve en dessous. Et cette matrice n'est pas n'importe quelle matrice, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une matrice stochastique. C'est-à-dire que les coefficients, ben, puisque c'est des probabilités, pardon, ils sont positifs ou nuls, et la somme de chaque colonne vaut 1. Et il se fait, ben, quand on parle de matrice, on parle aussi d'algèbre linéaire. Le recours à l'algèbre linéaire se révèle porteur de nouvelles intuitions. Donc en fait, en utilisant le langage de l'algèbre linéaire, on pourra faire un progrès, disons, à la fois qualitatif et quantitatif. Par exemple, dans les cours d'algèbre linéaire qu'on donne au lycée, ben, on apprend à multiplier des matrices entre elles. Et il y a une règle qu'on appelle en général la règle ligne par colonne, où on multiplie les éléments d'une ligne par les éléments d'une colonne. Et ben, en général, la première fois qu'on voit la formule du produit matriciel, ben, on se demande bien d'où ça vient. Et il sait que ça devient très naturel quand on peut l'interpréter de façon probabiliste. Par exemple, bon, nous avons vu la matrice P qui donne les transitions en un pas, mais on pourrait aussi regarder la matrice des probabilités de transition en k pas. Donc, partant d'un état J, quelle est la probabilité d'arriver en un état I en exactement k pas. Donc, en faisant k sauts, k transitions dans la marche aléatoire. Et bon, ben, il se fait que cette matrice des probabilités de transition en k pas est exactement la puissance km, mais au sens du produit matriciel, de la matrice des probabilités de transition. Alors on peut le voir par exemple pour k égale 2, deux transitions. Hein, si je veux aller en deux pas de J à I, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer par aller de J à un état L intermédiaire, et puis j'irai de l'état L intermédiaire à l'état I. Et bien sûr, au niveau de probabilité, par la formule, comment ça s'appelle, les probabilités totales, on doit sommer sur tous les états, et on se rend compte qu'on a fait exactement un produit matriciel. Donc les colonnes de cette matrice P puissance K peuvent s'interpréter comme des probabilités de transition en K pas au départ d'un état initial donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en théorie des probabilités? Mais on s'intéresse à des comportements statistiques. C'est-à-dire, une question typique en probabilité, mais c'est qu'est-ce qui se passe quand K est grand? Par exemple, quand K tend vers l'infini. Et une question un peu plus précise, c'est si K tend vers l'infini, est-ce que la jm colonne de P puissance K converge vers ce qu'on appelle une distribution stationnaire, qui représentait la probabilité, au départ de l'état J, d'arriver en un grand nombre de pas dans un autre état donné. Donc, si on veut formaliser ça, on le met en équation. Donc, si xj désigne le jm vecteur de base, on regarde une suite de vecteurs qui sont les itérés de xj sous les puissances de P, et on se demande si cette suite de vecteurs possède une limite. Donc ça, en gros, ça c'est la question que Markov voulait résoudre en 1908. Et il part de la remarque que si la réponse est oui, hein, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en mathématiques, on se demande si quelque chose est vrai, on se dit peut-être que c'est faux. Alors peut-être qu'en supposant que c'est vrai, on arrivera à une contradiction. Bon, la fameuse preuve par l'absurde. Mais il montre que si c'est oui, en réappliquant au vecteur limite la matrice P, ben on doit retrouver le vecteur limite YJ. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en algèbre linéaire. Quand il y a une matrice qui appliquée à un vecteur vous redonne le vecteur, ben ça veut dire que le vecteur est un vecteur propre de la matrice associé à la valeur propre 1. Et donc, il dit, OK, mais si ça marche, il faut que 1 soit une valeur propre de ma matrice stochastique. Alors, première question, est-ce que toute matrice stochastique admet la valeur propre 1? Et il se fait que la réponse est oui. Et on dit que pour réussir un exposé de maths, il faut donner au moins une démonstration. Alors, la voici. Et là, il y a une chouette idée, je trouve, qui est de dire, OK, ben,
c'est de se rappeler d'un résultat d'algèbre linéaire qui dit qu'une matrice transposée a exactement les mêmes valeurs propres que la matrice de départ. Donc la transposée, c'est ce que vous obtenez quand vous remplacez les lignes par les colonnes. Donc on fait la symétrie de la matrice par rapport à la première diagonale. Et donc la matrice de départ était stochastique. Donc la somme sur les colonnes valait 1. Donc quand on transpose, la somme sur les lignes va valoir 1. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, le vecteur propre, il est là. C'est le vecteur constant dont toutes les coordonnées sont égales à 1. Et puisque les sommes sur les lignes de P transposées sont égales à 1, ce vecteur est clairement un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc là, vous voyez que l'imagination consiste à un petit peu changer le problème de façon à rendre la solution évidente. Si on avait dû attaquer directement le problème sur la matrice stochastique de départ, on serait arrivé dans des calculs incroyables. Alors qu'ici, essentiellement, ça tombe sans calcul, en se rappelant de ce résultat qui dit que les valeurs propres de la transposée, c'est les mêmes que celles de la matrice initiale. Donc l'imagination se manifeste par le changement de point de vue. Bon, finalement, pour revenir au problème de Markov, on voit qu'il y avait une première obstruction possible qui est que, éventuellement, une matrice stochastique n'est pas de valeur propre égale à 1. On voit que ça marche toujours, donc ce n'est pas une obstruction. Une seconde condition nécessaire, c'est que le vecteur propre limite, si je reprends la page précédente, ce vecteur propre est une limite de vecteurs à coefficients positifs. Donc il doit lui-même avoir des coefficients, ou si vous préférez des coordonnées positives. Et Markov joue avec ces conditions nécessaires et il observe que si il met des hypothèses un peu plus fortes sur la matrice stochastique, ça devient aussi des conditions suffisantes. Et en fait, il démontre un théorème qu'on trouve aujourd'hui dans les livres de proba sous le nom de théorème de Markov. Il prend une matrice stochastique, mais la condition supplémentaire qu'il impose, c'est que tous les coefficients de matrice sont strictement positifs. Donc, contrairement à l'exemple que je vous ai donné, on suppose que tous les PIJ sont strictement positifs. Et à ce moment-là, il démontre que si on a un vecteur propre associé à la valeur propre 1, toutes les coordonnées de ce vecteur propre ont le même signe, soit toutes positives, soit toutes négatives, ce qui est bon, c'est déjà bon à prendre. Ensuite, il démontre le fait que la valeur propre 1 est de multiplicité 1, et ça garantit l'unicité de la distribution stationnaire. Donc ça veut dire que ce vecteur propre, il est essentiellement unique, à un facteur près. Et enfin, il montre que ce vecteur propre, on peut l'obtenir par un algorithme qui a le bon goût de converger de façon exponentiellement rapide. Essentiellement, on part de n'importe quel vecteur, on applique les itérations de la matrice de transition, P, on applique les puissances de P, on passe à la limite, et la limite existe, et c'est le vecteur propre désiré. Donc, il y a un algorithme de construction de ce vecteur propre. Alors, comme je vous ai déjà infligé une démonstration et qu'on est en retard, je ne vais pas vous donner la démonstration du théorème de Markov, juste pour vous dire qu'elle n'est pas si longue, elle tient sur une page. Et il y a quelque chose que j'aime bien dedans, c'est dans le dernier pas, c'est l'avantage dans le deuxième pas, traduire une situation algébrique en situation géométrique pour faciliter le problème. C'est pour ça qu'en général, on termine par un dessin. Donc, c'est de l'algèbre linéaire, mais c'est de l'algèbre linéaire comme on n'en voit pas toujours, et je ne suis pas sûr que vous la voyez dans vos cours de mathématiques, parce que c'est de l'algèbre linéaire qui vraiment utilise des propriétés particulières des nombres réels, à savoir l'ordre sur les nombres réels, le fait qu'on peut comparer deux nombres. C'est quelque chose qui ne marcherait pas, par exemple, sur les nombres complexes. Bon. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, on va encore faire un bond de près d'une centaine d'années dans le temps. On va arriver en 1900... Alors, je ne veux pas dire 98, je veux dire 98. Deux jeunes informaticiens de Stanford, l'un de l'origine russe, Sergey Brin, l'autre américain, Larry Page, dans le cadre d'un travail de maîtrise, ils conçoivent un nouveau moteur de recherche sur Internet qu'ils baptisent Google. Et bon, alors vous êtes jeunes, mais peut-être savez-vous qu'Internet n'a pas toujours été là. Et peut-être savez-vous aussi que même quand Internet était là, Google n'a pas toujours été là.
Mais aujourd'hui, évidemment, Google a supplanté tous les autres moteurs de recherche, à tel point que c'est devenu un verbe. On dit, ben, il n'y a qu'à googler. Et effectivement, il s'est rapidement imposé face à d'autres moteurs de recherche que les plus anciens d'entre nous se souviennent, AltaVista, Yahoo. Et pourquoi est-ce qu'il s'est imposé? C'est qu'il donne plus souvent la bonne réponse. Et c'est ça qui a permis la fameuse fonction ou fonctionnalité, pardon. J'ai de la chance, ou I feel lucky in English. Et c'est justement permis par un algorithme de classement des pages. Donc c'est ça que je voudrais vous raconter un petit peu. Mais avant d'arriver dans l'algorithme PageRank, qui est évidemment un jeu de mots sur donc PageRank veut dire le rang des pages, mais c'est aussi un jeu de mots sur un des deux créateurs de Google, Larry Page. Donc il faut savoir ce que fait un moteur de recherche sur le web. D'abord, il explore le web et localise les pages en accès public. En second lieu, il indexe les données disponibles en vue d'une recherche efficace par mots-clés. Donc il faut un stock de mémoire assez conséquent pour faire cette indexation. Et enfin, et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est là qu'il y a des maths, il attribue une importance à chaque page dans la base de données. Donc de façon à ce que quand vous faites une recherche par mots-clés, les pages considérées comme importantes ou plus importantes que les autres sortent en tête. Et justement, c'est ce problème-là qui va m'intéresser. Donc, comment est-ce que Brin et Page ont réussi à attribuer une importance, ce qu'on appelle aujourd'hui le score PageRank, à un site sur Internet. Donc, cette importance, justement, va être quantifiée par un nombre positif entre 0 et 1, et qui sera tel que la somme sur toutes les pages du web, enfin sur tous les sites du web, je préfère parler de sites plutôt que pages, parce que le nombre de sites, c'est à peu près clair ce que ça veut dire. On sait qu'il y en a à peu près 10 puissance 10. Par contre, le nombre de pages, c'est pas très très clair, parce que par exemple, vous savez que quand vous faites une transaction sécurisée, quand vous payez quelque chose par carte bancaire, le système va générer une page rien que pour votre transaction, et que cette page va disparaître une fois votre transaction finie. Donc, le nombre de pages, c'est pas très très bien défini. Le nombre de sites, c'est plus clair. Mais donc, la somme totale des importances va être égale à 1. Et voilà les postulats les idées au départ de la recherche de Brin et Page. Ils vont dire que l'importance d'un site, en fait, va être fonction de l'importance des sites qui pointent vers le site qui vous intéresse. En d'autres termes, chaque fois que vous construisez un lien, donc un lien hypertexte d'un site J vers un site I, vous interprétez ça comme un vote du site J pour le site I. Et si le site J est lui-même un site important, eh bien, il va transmettre un petit peu de son importance au site I. Alors, il va la transmettre comment? Il va la transmettre de façon démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, le site J va répartir son importance de façon équitable entre tous les sites I vers lesquels il pointe. Donc, on va introduire DIJ, qui est le nombre de liens hypertextes issus de J et pointant vers I. Et l'importance du site I, donc c'est l'équation qui se trouve au milieu de l'écran, sera la somme prise sur tous les J qui pointent vers I, de l'importance de J divisée par le nombre de liens. Et si on n'est pas un petit peu mathématicien, ça paraît absurde. Pourquoi? Parce que, vous savez très bien, puisque vous surfez sur Internet, qu'il arrive qu'il y ait des sites qui se désignent l'un l'autre. Vous pouvez aller de I vers J, vous pouvez aussi aller de J vers I. Et donc, ça paraît un petit peu, comment on dit, autoréférentiel de dire, OK, l'importance de I, pour calculer l'importance de I, il faut connaître l'importance de tous les sites qui pointent vers I. Et pour calculer l'importance du site XJ, il faut connaître l'importance de tous les sites qui pointent vers J, mais peut-être que I en fait partie. Donc on a l'impression que le problème est insoluble, que le serpent se mord la queue. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il faut voir cette équation avec une petite optique d'algèbre linéaire. Et cette équation, elle peut s'interpréter comme un problème de valeur propre, vecteur propre,
pour la valeur propre 1 et la matrice dont les coefficients sont précisément les 1 sur dij, s'il existe un lien de j vers i, et 0 sinon. Et effectivement, alors est-ce qu'on est proche de la théorie de Markov? Oui et non. Parce que cette matrice, elle est bien à coefficient positif, mais elle n'est pas stochastique à cause de ce qu'on peut appeler les sites cul-de-sac, c'est-à-dire les sites dont aucun lien ne sort. Vous avez certainement remarqué que parfois on arrive sur un lien, et puis qu'une fois là, il n'y a plus qu'à faire marche arrière, parce qu'il n'y a aucun lien qui en sort. Et donc effectivement, si on regarde les sommes des colonnes, donc ça c'est les deux dernières lignes à l'écran, les sommes des colonnes de cette matrice, ça vaut 1 si J n'est pas un site cul-de-sac, mais c'est 0 s'il n'y a rien qui sort, si c'est un cul-de-sac. Donc, voilà, voilà un petit exemple. Donc, ce que j'ai appelé un mini-web. Alors, vous voyez que ça ressemble très fort au graphe de la marche aléatoire de tout à l'heure. Simplement, j'ai supprimé le lien qui allait de l'état 2 vers lui-même. Donc, quand on regarde la matrice qui décrit les transitions sur ce web, on voit que par exemple sur la deuxième colonne, c'est une colonne de 0. Par contre, sur toutes les autres, qui correspondent à des sites qui ne sont pas des cul-de-sac, la somme des coefficients sur toutes les autres colonnes vaut bien 1. Et nos deux fondateurs de Google ont l'idée d'appliquer le théorème de Markov à la matrice Q. Mais ils ont une bonne base mathématique, les deux fondateurs de Google. Donc ils savent très bien que cette matrice ne vérifie pas les hypothèses du théorème de Markov. Pour deux raisons. D'abord, elle n'est pas stochastique. Alors ils ont une première idée qui consiste à rendre cette matrice stochastique. Et pour cela, ils remplacent les colonnes de 0 par des colonnes de 1 sur n, où n est le nombre total de sites. Et à ce moment-là, à coup sûr, on obtient une matrice stochastique. Donc, dans mon exemple, la deuxième colonne où il y avait des zéros, je la remplace par des colonnes par des 1/7, puisque j'ai travaillé avec un web qui avait exactement 7 sites. Et cette matrice stochastique a une interprétation probabiliste, qui consiste à effectuer une marche aléatoire. Donc, on part d'un site donné. Si ce n'est pas un cul-de-sac, on choisit au hasard un des liens sortants. Et puis on procède de proche en proche, comme si on faisait une marche aléatoire. Mais si d'aventure on arrive sur un site cul-de-sac, à ce moment-là, au hasard et de façon uniforme, on saute sur un site quelconque. Et on continue comme ça. Et donc, cette matrice, assurément, est stochastique. Mais comme vous pouvez voir sur l'exemple, elle contient encore de nombreux zéros. Et si on veut appliquer le théorème de Markov, il faut faire quelque chose pour éviter les zéros. Alors justement, voilà ce que Brin et Page ont l'idée de faire. Ils vont introduire un modèle idéal du web, qui est le web hyper démocratique, où tout site serait relié à tout autre, y compris à lui-même du reste. Donc, ça correspond donc c'est la matrice où tous les coefficients seraient égaux à 1 sur n, n étant le nombre total de sites. Donc dans mon exemple où il y a 7 sites, c'est la matrice où il n'y a que des 1/7. Et ils ont l'idée de faire une interpolation entre la matrice P, qui décrit le web à peu près réaliste, simplement où on a éliminé les sites cul-de-sac, et cette matrice J qui est le web idéal ultra-démocratique. Donc cette interpolation, en mathématiques, dans le jargon, nous appelons ça une combinaison convexe. Donc ça consiste à prendre un paramètre lambda et à écrire la matrice qui est 1 moins lambda fois P plus lambda fois J. Donc vous voyez que si lambda était égal à 0, on retrouverait la matrice P. Par contre, si lambda est égal à 1, on trouve la matrice J. Donc, mathématiquement, ça correspond à faire un mélange du web réel et du web idéal, où le web réel est pris dans une proportion de 1 moins lambda et le web idéal, ou démocratique, dans une proportion de lambda. Mais dès que lambda est non nul, comme tous les coefficients de J sont non nuls, vous avez une matrice. Donc la matrice T est une matrice stochastique qui a tous ces coefficients non nuls, donc à laquelle on peut appliquer le théorème de Markov. Et la partie du théorème de Markov qui donne l'algorithme pour calculer le vecteur propre,
il se fait que, du fait de la convergence exponentielle, cet algorithme reste praticable, même pour des matrices gigantesques, dont la taille est de l'ordre de 10 puissance 10. Et bon, Google reconnaît qu'il lui faut quelque chose comme 1 mois pour recalculer le score PageRank. Donc tous les mois, il faut un nouveau calcul du score PageRank des pages web, enfin des sites web. Et en particulier, il y a des secrets d'analyse numérique qui n'ont pas été divulgués sur la façon dont ils font ce calcul. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée remonte réellement à ce vieux théorème de Markov de 1908. Donc, quand on va sur le web, on trouve des images du web sous forme de graphes, un petit peu comme l'image qui se trouve en haut de l'écran, où on voit donc des graphes avec un très très grand nombre de sommets ou de sites qui forment des espèces d'agrégats que dans le jargon on appelle des clusters. Et bon, donc vous voyez, il faut essayer de décrire un graphe très compliqué qui ressemble à celui-là. Alors, il y avait encore une chose que je n'ai pas précisé dans le slide précédent, c'est que cette matrice T dépend d'un paramètre lambda. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit comment on choisissait ce paramètre. Donc, si on veut coller à la réalité, lambda doit être le plus petit possible, mais pas trop petit. Donc, je vous rappelle que pour lambda égale 0, on trouve le web réel. Donc, on sait qu'on doit prendre lambda non nul, mais si on prend lambda non nul mais très petit, ça augmente le nombre d'itérations dans le calcul du vecteur propre. Donc il y a un compromis à trouver, et la valeur utilisée par Google, et qui a été trouvée de façon purement expérimentale, c'est celle qui réalise le meilleur compromis, c'est lambda égale 0,15. En d'autres termes, ils prennent 85% du web réel et 15% du web idéal. Et à nouveau, ça nous donne une interprétation probabiliste de la matrice. Donc si vous partez d'un site internet, vous lancez une pièce biaisée qui tombe sur face 85% des fois et sur pile 15% des fois. Si vous tombez sur face, vous faites la marche aléatoire que j'ai décrite précédemment. Mais si vous tombez sur pile, vous choisissez un site web au hasard et vous y allez. Et puis vous continuez comme ça. Et bon, il se fait que... Ouais, peut-être... Non, avant de vous montrer ça, un petit commentaire. Donc, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que quand vous faites une recherche sur Google, par mots-clés, on peut qualifier cette activité d'activité, disons, consciente et délibérée. En général, vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez trouver. Et ce que vous disent Brin et Page, c'est que la meilleure solution à votre question, disons, volontaire, consciente et délibérée, la meilleure solution est de nature probabiliste. Elle correspond justement à l'importance d'un site. C'est vu comme la probabilité qu'un surfeur fou ou bien complètement bourré, qui suivrait les liens au hasard, en cliquant au hasard, mais ils finissent par tomber sur le site en question. Et donc ça, c'est une idée tout à fait remarquable, et l'imagination a certainement joué un grand rôle pour arriver à cette idée-là. Alors justement, donc, le vecteur propre qu'on obtient, c'est le vecteur propre des scores PageRank des sites Internet. Dans la littérature, et spécialement dans les articles américains, on y fait référence comme le vecteur propre à 25 milliards de dollars. Parce qu'effectivement, 25 milliards de dollars, c'est la valeur en bourse de Google. Donc, si ils sont arrivés quand ils sont rentrés en bourse, ça devait être en 2004. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu vous montrer un petit peu de maths bling-bling. Et, bon, une petite anecdote, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas la vocation de faire des exposés de vulgarisation des mathématiques. Et par exemple, Étienne J, c'est beaucoup plus connu que moi pour ce genre d'activité. Et alors, quand j'ai été contacté par la Cité des Sciences au mois d'août dernier, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils ont pensé à moi pour faire quelque chose sur l'imagination en mathématiques? Et alors, j'ai googlé. Hein, j'ai entré les deux mots-clés imagination plus mathématiques. Et il se fait qu'un petit texte que j'avais écrit il y a 3 ans
et qui était paru dans une revue complètement confidentielle à Neuchâtel. Donc, oui, Neuchâtel, c'est en Suisse, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, c'est une petite ville de 35 000 habitants en Suisse romande. Donc j'avais écrit un petit texte qui était paru dans le journal en ligne de la SENS, qui est la Société des enseignants neuchâtelois en sciences, qui est une société qui doit bien faire une centaine de membres. Eh bien, figurez-vous que mon texte sort en tête quand on Google imagination plus mathématiques. Et je voudrais d'ailleurs signaler aux responsables de la Cité des Sciences qu'il sort devant l'annonce de mon exposé à la Cité des Sciences. Donc il y a peut-être des progrès à faire du côté du score PageRank de la Cité des Sciences. Voilà, donc j'espère un petit peu vous avoir, en tout cas, montré comment fonctionne Google. Et je rejoindrai M. Klein en disant que, quelque part, les maths qu'on a utilisées, c'est des maths du 19e siècle, tout début 20e, 1908. Et c'est vraiment dommage que ce genre de maths ne fasse pas partie de la culture. Quand on dit à quelqu'un, oui, on regarde les vecteurs propres d'une matrice, et que ce quelqu'un comprend, c'est qu'il a déjà fait une terminale scientifique en général. Et alors que... Bon, et vous voyez, donc, ici, donc, voilà une application de ces maths du 19e siècle. Comprendre un petit peu mieux, bon, ça c'est une anecdote peut-être plus rigolote, comprendre un petit peu mieux comment fonctionne Google permet aussi de comprendre ce qu'on appelle les Google Bombs, c'est-à-dire, bon, vous avez sans doute en tête des mots-clés qui ont été associés à des grands de ce monde, monsieur Bush, monsieur Berlusconi, monsieur Sarkozy. Donc on tape un mot-clé un peu insultant et ça mène sur la page web de la personnalité en question. Il y en a un qui fonctionne pas mal pour l'instant, je vous le recommande. Si vous essayez de googler French Military Victories, eh bien vous arrivez sur une page qui ressemble à s'y méprendre à une page Google et qui vous pose la question « Do you mean French military defeats ?» Bon. Alors, il est temps de conclure. Donc, j'espère vous avoir montré que, finalement, les mathématiques contemporaines offrent un certain nombre de structures. Bon, les structures qui viennent de l'algèbre, les corps, les espaces vectoriels, les algèbres de matrice, des structures qui viennent des probabilités, les espaces de probabilité, les processus stochastiques, donc les chaînes de Markov. Et finalement, si je devais essayer de décrire ce que c'est que l'imagination mathématique, ça consiste à combiner, en vue de la résolution d'un problème donné, à combiner de façon adéquate ces diverses structures parmi toute une panoplie à disposition. Et beaucoup plus rarement, on constate que cette panoplie est inadéquate. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de techniques à disposition pour la résolution du problème. Et alors, sous l'effet de la nécessité, on est amené à concevoir de nouvelles structures mieux adaptées. Voilà, donc ça, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander si, parce que vous parlez de vulgariser les maths. Oui. Et est-ce que les maths ne gagneraient pas à sortir de leur image de science Tour d'ivoire, disons-le. de science hyper rigoureuse pour justement plus s'ouvrir à une science qui laisse sa part à l'imagination. Et est-ce que ce ne serait pas le moyen le plus efficace pour justement vulgariser les maths ? Bon, alors je crois que la réponse est double. C'est-à-dire que justement, donc, quand même, l'image de fabrique des maths, c'est la rigueur de la démonstration. Maintenant, tout à l'heure, lors des questions de l'exposé de M. Klein, une dame a demandé, mais est-ce qu'on peut essayer de développer l'imagination ? Et je pense que la réponse est oui. Et en fait, je constate avec plaisir que dans plusieurs pays, y compris en France, il y a de plus en plus d'initiatives
pour amener les maths vers le grand public et spécialement vers les jeunes. Donc, en particulier, j'ai appris récemment qu'à Maubeuge, donc dans le Nord, s'est ouverte une cité des géométries, donc quelque chose qui est consacré spécifiquement à la visualisation de la géométrie, à essayer d'attirer le public vers les mathématiques par le biais de la géométrie, où effectivement les images sont plus jolies qu'en algèbre ou en analyse. Donc, est-ce que ça répond à votre question ? Satisfait ? En fait, c'est surtout parce que les profs de maths aujourd'hui nous parlent tout le temps de rigueur et très rarement d'imagination. Et est-ce que ça serait pas... est-ce que oui. Les maths ne devraient pas officiellement se déclarer sciences moins rigoureuses qu'ils n'essayent d'y paraître ? Ah, je vois. Bon. Alors, bon, ok. Donc, évidemment, on va être rapidement dans les programmes scolaires. Et donc, n'étant pas dans le système français, je ne connais pas les dernières éditions des programmes de maths des lycées, enfin les classes prépa, là je suis allé voir, mais bon. Mais oui, je vois un petit peu ce que vous voulez dire. Je crois qu'il y a une réflexion à faire. C'est une réflexion où il faudrait mettre ensemble des décideurs, des profs de maths et des mathématiciens, disons, actifs dans la recherche, parce que c'est... Bon, comme je vous disais tout à l'heure, la marque de fabrique, c'est vrai que c'est la démonstration, mais en même temps, si on regarde une population de terminale, quelle proportion d'entre eux ou d'entre elles feront des maths, disons... activement, c'est-à-dire au niveau recherche plus tard. Je ne connais pas les chiffres, mais c'est certainement très peu de monde. Donc, on peut se demander si, effectivement, cette rigueur est absolument nécessaire. D'autre part, pour avoir fait cours devant des ingénieurs, je peux vous dire que eux, pas les physiciens. Les physiciens, c'est des gens qui ont un respect de l'outil mathématique. Mais les ingénieurs, enfin en Suisse en tout cas, ont une mentalité du style, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous donniez des recettes. Et bon, alors je peux bien sûr leur donner des recettes, mais en même temps, j'aurais l'impression de dénaturer ma branche. C'est-à-dire que si je veux faire d'eux des citoyens, justement, qui ne soient pas entièrement focalisés dans leur boulot, ben, je veux aussi leur donner... disons qu'il y a certains théorèmes dont la démonstration est suffisamment vache pour que je leur donne comme recette, mais il y a quand même des moments où je leur dis, ben, voyez ça, on va quand même le démontrer parce que c'est pas trop dur et que c'est quand même surprenant ou bien, enfin, c'est contre-intuitif. Donc, puisque c'est contre-intuitif, mais il y a quand même un raisonnement rigoureux à faire. Donc, il y a un pont à trouver. Il faut trouver un compromis à trouver. Voilà. Merci. Vous avez tous déjà très faim, c'est ça? Question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelle était la part, selon vous, de l'imagination dans les mathématiques. Je pense par exemple à l'algèbre. On pourrait presque nous apprendre n'importe quoi. On pourrait presque le prendre. On pourrait y croire. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est totalement séparer la réalité, ce qui concerne par exemple l'algèbre? La géométrie, c'est très visible. Oui. Mais est-ce que l'algèbre, par exemple, qui est quelque chose de beaucoup plus abstrait, oui. Est-ce que c'est vraiment il y a vraiment un lien avec le monde réel, ou est-ce que au fond, on pourrait nous apprendre n'importe quoi, on serait prêt à y croire? Bon,
Alors, je crois que la réponse est dans l'histoire des maths, dont on parle peut-être pas assez au niveau des lycées. Ce qui se passe, c'est que, bon, même si on remonte aux sources grecques, il y avait la géométrie, mais il y avait aussi l'arithmétique. Il y avait la théorie des nombres. Donc, il y avait cette fascination de voir que dans les entiers, il y a des nombres qui jouent un rôle particulier, qui sont les nombres premiers. Et le fait que, finalement, la multiplication des entiers, c'est comme une boîte de Lego, où les blocs de base sont les nombres premiers. Et avec des nombres premiers, vous les multipliez entre eux et vous fabriquez n'importe quel nombre entier, et ça de façon unique. Donc ça s'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc la première preuve, c'est dans les éléments d'Euclide. Mais après ça, viennent des idées des questions un peu plus fines. OK. Est-ce qu'on a une formule pour les nombres premiers? Si on connaît le 15e nombre premier, est-ce qu'on peut prédire le 16e? Et on voit qu'expérimentalement, ça a l'air assez fluctuant, mais en même temps qu'il y a des régularités. Et donc, c'est le célèbre mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss qui, à l'âge de 14 ans, a conjecturé que le énième nombre premier, c'est à peu près n fois le log de n. Quand un mathématicien dit log, c'est le logarithme en base e. Et donc le énième nombre premier, c'est à peu près... Donc il a écrit cette formule de comportement asymptotique, à laquelle il donnait un sens précis d'ailleurs. Enfin, plus tard dans sa carrière, il l'a écrite en disant, je conjecture. Une conjecture, c'est un énoncé qu'on croit vrai, mais qu'on ne sait pas démontrer. C'est le pain quotidien des mathématiciens actifs. Il conjecturait que le rapport entre le énième nombre premier et n log n, ça tend vers 1 pour n tendant vers l'infini. Et ce théorème a mis un siècle à être démontré. Il a été démontré en 1896, indépendamment, par un mathématicien français, Jacques Hadamard, et un mathématicien belge qui était le comte de la Vallée-Poussin. Et voilà, donc, et justement, les méthodes développées pour démontrer ce théorème, finalement, c'est un théorème qui répond à une question naturelle sur la structure de notre système de nombres. Ce théorème a utilisé les méthodes les plus abstraites de l'analyse mathématique de la fin du XIXe siècle. Donc des méthodes de nombres complexes, des méthodes de transformés de Fourier. C'est une très très belle preuve qu'on peut enseigner en maîtrise de mathématiques en dernière année. Mais alors, à quel moment a-t-on rompu le lien avec la réalité ? Je pourrais vous renvoyer la question. Donc, on a développé une série d'outils d'analyse pour répondre à cette question qui nous vient. Bon, si vous voulez, la question c'est est-ce que les nombres ont une réalité? Donc c'est une question naturelle qui vient de l'étude des nombres naturels. Et puis bon, donc on se met à faire des trucs très abstraits et puis finalement on résout la question. Et c'est comme ça que les maths fonctionnent. Alors c'est clair qu'à force de faire de l'abstraction, parfois on perd le contact avec la réalité. Même les mathématiciens, nous en sommes conscients. Et disons que, heureusement, on a toujours le contact avec les autres sciences. Je veux dire par là qu'il y a deux sources principales de questions en maths, qui est d'une part les questions qui sont posées par les autres sciences. La physique joue un rôle privilégié là-dedans. D'ailleurs, je veux dire, M. Klein a abondamment parlé des formules mathématiques que les physiciens utilisent. Mais donc, pour des raisons historiques, la physique joue un rôle privilégié. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, les matheux et les physiciens, c'était les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres sciences qui, disons, se révèlent demandeuses de formalisation et de réponses mathématiques. Bon, bien sûr, il y a l'informatique, mais il y a aussi... Bon, vous êtes des futurs HEC, donc il y a les finances, et il y a tout un domaine des maths d'aujourd'hui qui s'appelle les mathématiques financières. On a essayé de faire porter le chapeau aux mathématiciens lors de la crise de 2008. Et puis il y a une autre science qui devient de plus en plus demandeuse en mathématiques, c'est la biologie. Et donc disons que de ce point de vue...
donc ça, c'est une source de problème. L'autre source de problème, c'est la dynamique interne de la discipline. C'est-à-dire les questions, on résout un problème, ce problème en appelle un autre, qui en appelle un troisième, etc. Alors ça, c'est certainement quelque chose d'hyper important qui justifie les mathématiques pures, mais toujours avec un petit risque de se détacher de la réalité. Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, là, ici. Salut. Voilà, en fait, j'aurais aimé savoir, finalement, l'imagination, c'est... Enfin, sans imagination, il ne pourrait pas y avoir de mathématiques, finalement. Ce serait la base. Donc, on serait sur quelque chose de très organisé, mais qui se base sur quelque chose enfin, peut-être sans limite, sans encadrement. Comment vous pouvez expliquer ça? Écoutez, tout à l'heure, j'ai découvert l'interview de Cédric Villadi dans le fascicule de sciences humaines qui a été distribué. Et ça commence par une citation de Wendelin Werner, qui est un autre mathématicien français, qui lui a eu la médaille Fields en 2006, et qui dit « Il ne faut pas croire que les mathématiciens passent leur temps à faire des calculs, sinon les ordinateurs nous auraient déjà remplacés. Dans notre activité, il y a de la place pour l'imagination et pour la création. » Je ne sais pas si je peux dire... Je crois que je peux difficilement être meilleur que Werner. Bon, peut-être que... Oui. J'ai envie de m'abriter derrière cette citation. Pardonnez-moi, j'aimerais revenir sur la question du rapport des nombres, enfin des mathématiques et de la réalité. N'est-ce pas tout simplement, alors très modestement, je ne suis pas du tout professeur de mathématiques, je suis littéraire, donc je suis loin de votre univers, mais ne pourrait-on imaginer que c'est simplement parce que enfin, nous envisageons qu'il y a rupture parce que nous sommes prisonniers d'une certaine conception de cette réalité. Et peut-être parce qu'au fond, nous avons une compréhension de la réalité qui est entachée de cet empirisme. Mais au fond, non, parce que je pense, je vais vous dire, à un livre que j'avais lu qui s'appelle Matière à penser, qui avait été écrit par Cohn et Jean-Pierre Changeux. Oui. Voilà. Donc je ne sais pas si ma question est pertinente, mais en tout cas, j'avais envie de vous la poser. Justement, elle est tout à fait pertinente et quelque part, je l'attendais, puisque j'avais suggéré tout à l'heure de faire un petit topo sur l'invention et la découverte. Par où commencer? Effectivement, donc le livre auquel Madame fait allusion est un dialogue, je pourrais même dire un dialogue de sourds, sur 200 pages, entre un mathématicien, donc Alain Cohn, et un neuropsychiatre, Jean-Pierre Changeux, tous les deux professeurs au Collège de France. Et la nature du débat, c'est quelle est la réalité des objets mathématiques. Et justement, donc, la plupart des mathématiciens, quand ils arrivent au bout d'un problème, bon, si vous voulez, ils ont soulevé un petit pan de la réalité mathématique et ils ont l'impression que les mathématiques étaient là à les attendre. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ont découvert, au sens où Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique était là à l'attendre. Donc, par opposition à l'invention, donc, quand on dit que Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre, avant lui, il n'y avait pas de paratonnerre, après lui, il y en avait. Donc, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à transmettre. Et la seule façon de transmettre cette expérience, j'ai envie de dire, c'est de faire des mathématiques soi-même. Mais il ne faut pas faire des mathématiques nécessairement profondes. Par exemple, vous pouvez prendre... il y a des journaux qui proposent des petits problèmes de logique.
Et bien sûr, là, vous allez travailler sur une question dont la réponse est déjà connue, mais je pense que si vous arrivez jusqu'au bout, vous aurez l'impression tout d'un coup que, oui, la réponse était là, mais bien cachée, et que vous avez réussi à la déterrer, à l'exhumer, ou à la mettre au jour. Hein, donc, certains mathématiciens ont parlé pour ça de la phase d'illumination. Alors, donc justement, pour revenir au livre Matière à penser, il se fait que Alain Kohn défend une position philosophique qu'on pourrait qualifier d'hyper-platonicienne. C'est-à-dire qu'il a une phrase qui est que les objets mathématiques ont une réalité, mais dans un univers, disons, qui n'est pas localisé dans l'espace ni dans le temps. Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de mathématiciens qui seraient capables qui seraient aussi extrêmes que lui. Alors que Jean-Pierre Changeux, pour lui a une conception extrêmement pragmatique. C'est un neuropsychiatre, donc pour lui, les objets mathématiques, il les résume par des connexions dans notre cerveau entre axones et synapses, donc des connexions nerveuses. Et bon, donc ils essaient de se convaincre l'un l'autre sur 200 pages. C'est à la fois fascinant et irritant à lire. Voilà. Donc, parce que c'est vraiment un dialogue de sourds. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Vous avez dit que pour calculer le lambda définissant la part entre web idéal et web réel, elle était proche de 0,15. Oui, on prend 0,15, oui. Mais on ne peut pas dire que du fait que de nombreux publicitaires sur Google sont prêts à payer pour être en top position, que ce lambda a tendance à baisser et qu'on a tendance donc à s'éloigner de la chaîne de Markov et donc de diminuer le pouvoir des chiffres pour établir la page rank comme vous le dites. Vous m'avez compris? Oui, je vous ai compris, mais disons officiellement, la valeur, c'est 0,15. Et ça depuis 10 ans, donc 12 ans. Bon, maintenant, entre ce que dit Google et ce que fait Google, l'expérience a montré qu'il pouvait y avoir des différences. Mais bon, disons, bon, j'en sais pas plus. Oui, j'aimerais poser une question. Je suis à gauche, à votre droite. À ma droite, d'accord. Voilà. Oui, bonjour. Alors peut-être tout le monde ne connaît pas ça, mais j'espère que vous connaissez. Dans ce qu'on a appelé le programme de Hilbert, donc Hilbert était un mathématicien, on considère a priori qu'il a échoué, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec l'exposé d'aujourd'hui et considérer que l'échec de ce programme qui visait à formaliser, si j'ai bien compris, l'ensemble des mathématiques, est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est un pas vers l'imagination nécessaire en mathématiques? Bon, donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, le programme de Hilbert, c'est effectivement une tentative, disons Hilbert, à la fin du 19e siècle, début du 20e, était persuadé qu'on pourrait effectivement formaliser toutes les mathématiques et que toute, disons, proposition mathématique, une fois formalisée, s'avérerait vraie ou fausse. Alors, il a changé d'avis, il a été obligé de changer d'avis en 1930, quand il a pris connaissance des théorèmes de Gödel, donc les théorèmes d'incomplétude qui disent que dans ce qu'on appelle le système de Zermelo-Frankel, c'est-à-dire le système logique qui permet de développer les mathématiques telles qu'on vous les enseigne au lycée ou en classe préparatoire, et qui est le système logique qu'utilisent 99,99% des mathématiciens. Donc, dans ce système logique, il y a des propositions indécidables, c'est-à-dire des propositions dont en restant à l'intérieur du système, on ne peut pas dire si elles seront vraies ou fausses. C'est-à-dire que pour leur attribuer une valeur de vérité, pour dire cette proposition est vraie ou elle est fausse, il faut introduire des axiomes supplémentaires. Donc on sort du système logique. Alors, bon,
c'est un problème considéré comme réglé par les mathématiciens. Donc, c'est clair que ça ne veut pas dire qu'Hilbert avait tort. C'est-à-dire qu'Hilbert s'inscrivait dans l'effort de rigueur qui a été fait à la fin du XIXe siècle, hein, donc qui est l'effort d'abstraction de l'analyse et de l'algèbre, et qui était imposé par le fait que, par exemple, en analyse, puisque c'est mon domaine, on avait besoin de plus en plus de fonctions, donc on avait besoin de parler de choses comme la continuité, comme la dérivabilité, on avait besoin d'en parler de façon précise et rigoureuse. Donc il y a eu tout un effort d'abstraction qui a été fait. Donc l'idée de Hilbert s'inscrit, disons, là-dedans, et puis bon, donc Hilbert lui-même, à la fin de sa vie, a reconnu qu'il s'était trompé. Alors maintenant... Je m'excuse. Votre question, c'était quoi exactement? C'était ça, effectivement, mais je pourrais peut-être la relier aussi à la question des axiomes en mathématiques qui ne s'appuient pas, sur des démonstrations et qui sont la preuve, en quelque sorte vivante, entre guillemets, que l'appel à l'imagination est nécessaire pour construire les bases des mathématiques. Alors, je ne sais pas si c'est relié à la question du programme de Hilbert, mais ma question c'était, est-ce que le fait que Hilbert ait échoué dans sa tentative de formalisation complète des mathématiques n'est pas finalement, ne va pas dans le sens de la nécessaire imagination pour progresser en mathématiques? Voilà, en mathématiques, pardon. Non, je crois que oui, enfin, je crois que la problématique de l'imagination est plus large. Ah, donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas concevoir de mathématiques sans imagination. Donc, ce que je veux dire, c'est que... oui. Oui, justement, donc au niveau de l'axiomatisation, contrairement à ce que certains manuels scolaires peuvent donner à penser, les mathématiciens n'aiment pas les axiomes. Donc en fait, je parlais au début de mon exposé de l'imagination nécessaire pour se poser de bonnes questions, des questions intéressantes. Eh bien, une façon très sûre de poser des questions inintéressantes, c'est de modifier un axiome pour voir ce qui va se passer. Et mettre un étudiant là-dessus, c'est le tuer. Parce qu'il fera des maths qui n'intéresseront... Peut-être que lui, ça l'intéressera, peut-être que ça intéressera son patron de thèse, mais c'est tout. Ça s'arrêtera là. Donc c'est relativement rare. Bon, bien sûr, bon, il y a quelques exemples. Il y a un exemple récent qui s'appelle la théorie des immeubles, qui a été développé par un mathématicien belge, Jacques Titz, et un mathématicien français, François Bruat, où là, le fait d'avoir une bonne axiomatique, c'est-à-dire 4 axiomes essentiellement qui ramassent les propriétés d'un objet, ont permis de faire des progrès notables. Mais c'est des exemples relativement isolés. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'imagination en mathématiques, en général, ne s'applique pas vis-à-vis de l'axiomatique. J'espère que je suis clair là-dessus. C'est pas ça le clair de notre activité. C'est pas jouer sur des axiomes, mais essayer de les modifier pour voir ce qui se passe, des choses comme ça. La dernière question. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Thomas Piram, je suis en prépa Mantes-la-Jolie. Je voulais savoir comment vous pouvez expliquer le fait que avant on pouvait faire des découvertes de plus en plus tôt, comme par exemple vous l'avez dit, Gauss qui a fait sa découverte à 14 ans, il me semble. Oui. Et est-ce que ce serait pas dû peut-être au fait qu'aujourd'hui on est de plus en plus spécialisé dans les matières, dans les différentes matières, on sépare notamment les maths de la physique, etc. Merci. Bon. Alors, il me semble que je vois 2 questions. Donc d'abord, Gauss, c'était pas n'importe qui, c'était un vrai génie. Donc, je sais que les vrais génies existent en mathématiques et probablement dans d'autres branches aussi, mais bon, j'ai eu le privilège d'en côtoyer quelques-uns au cours de ma carrière et je peux vous dire qu'on sent réellement la différence et que moi, je me suis vraiment senti petit.
Donc Gauss, manifestement, était un vrai génie. Il y en a encore. En 2006, par exemple, une des médailles Fields a été attribuée à un jeune mathématicien australien d'origine chinoise, Terry Tao. Et Tao est quelqu'un qui a commencé sa carrière à 14 ans. Donc, il a commencé. Comment est-ce qu'il a fait? À 14 ans, il a fait une médaille d'or aux Olympiades mathématiques internationales. En général, c'est des gens de terminale qui font les médailles d'or. Et lui, il avait 14 ans. Donc et puis bon, évidemment, comme il a pu participer plusieurs fois, vu qu'il était très jeune, je crois qu'il a fait 4 médailles d'or aux Olympiades mathématiques internationales, ce qui est du jamais vu. Et donc, Tao a écrit son premier article probablement à l'âge de 18 ans. Et voilà, donc je pense donc il a fait ses études universitaires en 2 ans, hein, donc de licence plus maîtrise. Il a fait sa thèse en 2 ans, voilà, là où ça en prend 3 ou 4 d'habitude. Donc voilà, bon, il a donc maîtrise à 18 ans, thèse à 20 ans, enfin voilà, une belle carrière s'est ouverte devant lui. Et donc les génies existent. Alors maintenant, la spécialisation, je vous donne raison. En ce sens que je constate que les mathématiciens en général n'aiment pas la spécialisation. Parce que les mathématiciens, donc, dans chaque communauté, on a nos credos. Et un des credos dans la communauté des mathématiciens, c'est ce que nous appelons l'unité des mathématiques. Donc, j'ai essayé d'ailleurs de vous en donner une petite idée de voir, avec le problème des chaînes de Markov, qui est un problème de probabilité, mais qui se résout via l'algèbre linéaire et un petit peu de théorie des graphes. Donc, où on voit apparaître les aspects stochastiques, les probas, les aspects algébriques et les aspects combinatoires via la théorie des graphes. Donc c'est un des problèmes comme je les aime, parce que qui mélange plusieurs domaines des mathématiques. Donc en maths, on croit à l'unité des mathématiques. Donc on essaie de ne pas viser l'hyperspécialisation. Par exemple, on essaie qu'un mathématicien appliqué ait quelque chose à appliquer, c'est-à-dire qu'il ait une bonne base en mathématiques pures. Maintenant, vous aviez aussi une question sur l'enseignement des maths et de la physique. Et là, personnellement, je trouve qu'il y aurait une réflexion à faire. Je sais qu'il n'y a pas tellement de gens qui sont en faveur de ça, mais qu'il y aurait une réflexion à faire pour des cours qui mélangent maths et physique. Il y a eu une tentative en Suisse avec ça, où dans les classes disons, scientifiques, il y a la possibilité de suivre un cours de 2 périodes par semaine qui s'appelle Physique et application des maths. Et ça pendant les 3 années du lycée, donc de la seconde à la terminale. Et ce cours est enseigné conjointement par un physicien et un mathématicien. Et ça donne des résultats intéressants. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci, Monsieur Valette. Je vous en prie.